Bonjour les sixièmes. Bien, nous voilà pour notre troisième vidéo sur les voyages d'Ulysse. Et nous avions laissé, vous vous souvenez, Ulysse auprès de Circé. Circé qui, au bout d'un an, va devoir laisser partir son amoureux, Ulysse, vers ses nouvelles aventures. Et Circé, avant de laisser partir Ulysse, va lui dire « Ulysse, il faut que tu ailles consulter Tirésias ». Tirésias, c'est un devin, il faut que tu ailles le consulter. Et il faut que tu ailles le consulter dans le royaume des morts, parce que Tirésias est un devin et il est mort. Alors Circé lui explique, voilà Ulysse, tu vas partir avec ton bateau, tu te laisseras guider par les vents, et lorsque tu arriveras sur la plage, dans le royaume d'Hadès, tu creuseras un grand trou dans lequel tu verseras les libations. Les libations, ce sont les offrandes que l'on fait aux dieux. Alors, on peut leur offrir du lait, du vin, du miel, chez les Grecs. Tu sacrifieras un bélier noir, tu réciteras des prières, et à ce moment-là, les âmes des morts viendront pour boire le sang. Et Tirésias viendra lui aussi pour boire le sang et tu pourras l'interroger. Attention, tous les âmes des morts vont venir boire le sang, ne les laisse pas approcher, seul Tirésias pourra boire le sang, en tout cas il pourra boire le sang en premier, parce que sinon il risque de ne plus t'en rester pour l'interroger. Alors Ulysse prend son bateau, avec ses compagnons, ils partent, ils font comme Circé le leur a expliqué, ils se laissent guider par les vents, et ils vont arriver dans les enfers, le royaume d'Hadès, le dieu des enfers. Alors Hadès, c'est le frère de Zeus, c'est un roi très très important de la mythologie grecque, il gouverne le royaume, il est souterrain. Sa femme s'appelle Perséphone, elle vit avec lui 6 mois de l'année, et puis 6 mois avec sa mère, qui s'appelle Déméter, et c'est le moment des saisons, le printemps et l'été, quand Perséphone est avec sa mère Déméter, et puis l'hiver et l'automne quand elle est sous la terre avec son mari Hadès. Il a un chien Hadès, un chien à 3 têtes qui s'appelle Cerbère, un monstre à 3 têtes. Ce chien, peut-être que vous le reconnaissez parce qu'il a inspiré un chien qui est nettement moins féroce et nettement moins méchant que celui-là. C'est celui d'Hagrid dans Harry Potter, il s'appelle Touffu. Donc il ressemble à celui-là. Donc Cerbère, le chien à 3 têtes d'Hadès. Et les compagnons arrivent dans le royaume des enfers. Alors c'est un lieu qui n'est pas vraiment accueillant, qui est même très effrayant. Il frissonne d'angoisse. Ulysse les quitte et marche seul sur la plage pour se rapprocher au plus près du fleuve des enfers. Le fleuve des enfers, il s'appelle le Styx. Peut-être vous reconnaissez ce personnage sur sa barque, c'est le passeur, il s'appelle Charon. C'est le passeur qui fait passer les âmes du monde des morts au monde des vivants. Les Grecs avaient toute une mythologie et une religion, et ils pensaient que les morts, lorsqu'on était mort, on allait dans le royaume d'Hadès, donc sous la terre, et on devait passer le fleuve du Styx sur la barque de Charon. Lorsqu'on était mort, on nous mettait, les Grecs mettaient une pièce sous la langue des morts pour le passeur, justement, pour que Charon le fasse passer. Donc il se rapproche, Ulysse se rapproche tout doucement de l'endroit où il va pouvoir faire son grand trou, et lorsqu'il arrive à cet endroit-là, il fait comme Circé lui avait dit, il creuse un grand trou, il fait ses libations, il sacrifie le bélier noir qu'il a amené là, il fait des prières, et les âmes des morts commencent à arriver pour boire le sang du bélier mort. Alors, Ulysse les empêche d'approcher grâce à son brave Ulysse dépasse sa peur et combat les âmes des morts qui arrivent de partout. Vous voyez ici les fantômes qui sont représentés sur cette image. Et enfin, Tirésias arrive. Alors, c'est le fils d'une nymphe qui était une bonne compagne d'Athéna. Et un jour, Tirésias, alors qu'il était un tout jeune homme, a surpris Athéna en train de se baigner nue dans une rivière. Athéna se met très très en colère et pour le punir, elle le rend aveugle.
Et puis comme sa mère, elle la connaît bien, c'est une copine, hein, sa mère essaye de plaider sa cause, et donc Athéna, bon, décide de ne pas enlever, de ne pas rendre Tirésias voyant, mais par contre, elle lui donne le don de comprendre les oiseaux, et chez les Grecs, ce sont les oiseaux qui bien souvent prédisent l'avenir, amènent les présages. Et donc, du coup, Tirésias, qui comprend les oiseaux, va donc deviner, être capable de deviner l'avenir, et il devient un devin très célèbre, très important. Il est le devin de Thèbes, c'est une grande cité grecque. Il a vécu très très longtemps, mais il est mort au moment de l'Odyssée. Donc c'est pour cela que Ulysse doit aller le consulter dans les enfers. Donc il arrive, il boit le sang, et Ulysse peut enfin lui parler et lui dire qu'il est venu le supplier, hein, humblement, de lui indiquer le chemin du retour. Donc il s'adresse à lui sous un ton très respectueux, et Tirésias va lui répondre. Il va lui dire: oui, Ulysse, il te reste encore à affronter de très nombreux périls, tu sais. Rappelle-toi, c'est un peu de ta faute. Tu as attisé la colère du dieu Poséidon, non seulement en te comparant au dieu, mais surtout en rendant aveugle son fils Polyphème, le cyclope. Alors écoute-moi bien, et voilà ce que lui raconte Tirésias. Tu vas continuer ton trajet, et tu vas rencontrer de terribles dangers, mais tu vas réussir à les affronter. Tes compagnons vont mourir. À chacun des dangers que tu affronteras, tu perdras certains de tes compagnons. À la fin de ton voyage, tu arriveras sur une île. Écoute bien mon conseil. Il faudra surtout, que tu empêches tes compagnons et toi-même, hein, de toucher et de tuer les bœufs qui seront sur cette île. Cette île sera celle du dieu Hélios, le dieu soleil. Il possède un merveilleux troupeau de bœufs, mais il faudra surtout ne pas toucher à ces bœufs, sinon ce sera la mort assurée pour tous tes compagnons. Alors Ulysse l'écoute, et lorsque Tirésias a fini de parler, il lui demande: mais est-ce que je vais rentrer chez moi? Est-ce que je vais rentrer sur mon île d'Ithaque? Tirésias lui dit: oui, tu rentreras, mais très certainement tu rentreras encore dans très longtemps, et tu rentreras seul. Tous tes compagnons, sans doute, périront au cours de ce voyage. Oh là là, Ulysse est très triste de cette nouvelle, et Tirésias disparaît. Alors, avant de quitter le royaume des morts, Ulysse va laisser s'approcher les fantômes qui sont là autour de lui, et il va notamment y avoir un moment très très triste, hein, parce que c'est le fantôme de sa mère qui va arriver. Lorsqu'il est parti d'Ithaque, il y a plus de 10 ans maintenant, hein, 10 ans, plus un an chez Circé, plus quelques mois à errer sur les mers, sa mère était encore en vie. Et il va voir ici l'âme de sa mère et comprendre que sa mère est morte. Il va donc parler à sa mère en pleurs, et elle va lui expliquer que sur Ithaque, Pénélope est vraiment en peine, hein, de la durée de ce voyage, qu'elle s'ennuie de lui et qu'elle court un grand danger, et son fils Télémaque, qui a 11 ans maintenant, court lui aussi un grand danger, parce que il y a de très nombreux jeunes gens sur l'île qui ne sont pas partis à la guerre de Troie parce qu'ils étaient trop jeunes, mais ils ont grandi, hein. Ceux qui avaient 15 ans au moment du départ à la guerre de Troie ont maintenant 26 ans, et ils trouvent que Pénélope est très très jolie, et puis en plus elle est la reine d'Ithaque, et ils essayent de l'épouser. Sa mère lui dit: il faut que tu rentres, Ulysse, parce que Pénélope a vraiment des problèmes. Ulysse pleure beaucoup, dit adieu à sa mère. Il va voir ensuite un certain nombre d'autres héros, hein, qui sont morts. Il va parler à Achille, par exemple, hein, dont nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes. Il va voir un personnage célèbre de la mythologie qui s'appelle Tantale. Tantale, c'était un roi, le roi de Lydie. Il était très très riche, chéri des dieux, qui l'invitaient souvent à leur table sur l'Olympe. Mais Tantale était très prétentieux, et se vantait de connaître les dieux et de pouvoir les duper. Et un jour, il invite les dieux chez lui, il leur fait un grand banquet, et pour se moquer d'eux, il tue son enfant, et il leur donne à manger, il égorge son fils, et il leur donne à manger à son fils après l'avoir fait cuire.
Les dieux, bien sûr, se rendent compte de la supercherie, hein, et de l'horrible nature de cette nourriture. Alors, donc, ils vont faire revivre l'enfant, hein, le bébé, hein, et ils vont punir Tantale. Ils vont le punir en le tuant, mais en l'emmenant dans le royaume d'Hadès, il va avoir un supplice pour l'éternité entière. Il va être plongé dans les eaux du Styx, dans le Tartare plutôt. Il va être plongé dans un autre fleuve des enfers, et avec de l'eau jusqu'à, vous voyez, jusqu'au menton, et il ne pourra jamais apaiser sa soif et apaiser sa faim. Il aura des fruits juste à portée de sa bouche, mais jamais, jamais, jamais. Dès qu'il se penche pour boire de l'eau se retire. Dès qu'il s'approche d'un fruit, le vent écarte les branches, etc. Et donc il va passer son éternité comme ça, à avoir faim et soif pour être puni. C'est une bonne punition, hein, parce que c'est quand même terrible, cette idée qu'il avait eue d'égorger son fils et de le préparer en plat pour les dieux. Il y a un autre personnage célèbre de la mythologie qui est dans les enfers, c'est Sisyphe. Sisyphe, c'est un personnage qui était un homme très très intelligent et très rusé, et qui avait défié les dieux. Il avait réussi à s'échapper à son destin, à échapper à la mort. Et donc pour le punir, hein, là encore, les dieux n'aiment pas qu'on essaye d'être plus malin qu'eux, vous vous souvenez, hein. Et pour le punir, ils vont le condamner dans le royaume des enfers, donc à pousser un rocher pour l'éternité, et donc à monter un rocher, vous voyez ici, hein, à monter un rocher jusqu'en haut d'une montagne, et à chaque fois qu'il arrivera en haut de la montagne, le rocher tombe, et il est obligé à chaque fois, et donc pour l'éternité, il va pousser ce rocher jusqu'en haut de la montagne. On voit ici Sisyphe qui est peint sur un vase grec. Bien, donc Ulysse repart du royaume souterrain, et il remonte dans son bateau. Bien sûr, vous imaginez bien qu'il ne va rien raconter, il ne va pas dire à ses compagnons qu'ils vont tous mourir, hein. Non, il ne leur dit rien. Il leur dit oui, c'est bon, on va pouvoir continuer. Il retourne pour quelques jours chez Circé. Et Circé va remplir les cales de son bateau de vivres et de nourriture et de boissons. Et puis elle va lui dire attention Circé, attention Ulysse, tu vas partir, mais juste à côté de chez moi il y a un rocher, une toute petite île où vivent les sirènes. Et les sirènes, elle le prévient, hein, les sirènes sont des créatures terribles qui attirent les marins par leur chant mélodieux. Donc il faut vraiment que tu n'écoutes pas leur chant, et que tu ne sois pas attiré par elles. Tu vas donc te boucher les oreilles. Mais vous connaissez Ulysse, hein, il est curieux, il aime savoir les choses, il aime comprendre et connaître les choses. Et donc ils ont une idée avec Circé, il se fait attacher par ses compagnons au mât du bateau, et les compagnons ont leur bouche et les oreilles avec donc de la cire chaude, hein, ils ne peuvent plus rien entendre, et Ulysse ordonne à ses compagnons de ne surtout pas, tant qu'on n'a pas terminé le voyage, enfin qu'on n'a pas dépassé le rocher des sirènes, de ne surtout pas enlever la cire chaude de ses oreilles. Et donc ils partent, et ils vont arriver effectivement, passer à côté de l'île des sirènes. Alors je vous ai mis ici cette mosaïque que vous allez retrouver sur votre manuel, et c'est le travail que vous allez avoir à faire juste après, hein. On voit ici de ce côté sur un vase, hein, Ulysse qui est accroché au mât du bateau. Alors les sirènes, ce sont des personnages qui, dans la mythologie, en tout cas chez Ulysse, vous le voyez ici, sont mi-femmes, mi-oiseaux, et elles n'ont pas des queues de poisson, hein, comme on les connaît dans les contes. Elles ont ici, vous voyez, elles ont des ailes, et donc elles chantent merveilleusement bien, et elles attirent irrésistiblement les marins sur leur île pour les dévorer. C'est un peu l'idée de la femme fatale, hein, qui ici, vous savez, les mythes, à chaque fois, on invente des histoires pour raconter des choses de la réalité. Hein, et là, c'est sans doute une femme, la femme un peu effrayante, en tout cas qui effraie les hommes ici, par sa beauté et par
peut-être une femme dangereuse, en tout cas, femme fatale. Alors ces sirènes, elles ont beaucoup influencé et les peintres et inspiré les peintres. Et donc je vous ai mis ici un certain nombre de tableaux. En voilà un très connu de William Etty. Ce tableau, on voit ici, alors les femmes là, les sirènes n'ont ni queue de poisson ni aile d'oiseau, ce sont vraiment des femmes, hein. Et on repense à ce que Circé avait dit à Ulysse, hein, les sirènes charment les hommes qui les approchent, mais il est perdu celui qui par imprudence écoute leur chant, et jamais sa femme et ses enfants ne le reverront dans sa demeure, et ne se réjouiront. Les sirènes le charment par leur chant harmonieux, assise dans une prairie, autour d'un grand amas d'ossements et de peaux en putréfaction. Vous voyez que c'est terrible, hein. Elles font très peur, ces sirènes, et on voit ici les hommes qui ont été dévorés et qui sont les ossements qui restent ici, et donc là un bateau qui passe à côté des sirènes. Je vous ai dit, hein, beaucoup de tableaux, hein, je vous en ai mis d'autres, en voilà un autre, hein, où on voit les sirènes là comme des oiseaux également. Un autre ici du tout début du XXe siècle, où on voit des sirènes avec des queues mi-poisson un petit peu, mais ici, hein, plus de poisson, mais aussi des jambes de femmes, hein, ce sont vraiment des femmes. Je vous ai mis aussi ce tableau que j'aime beaucoup, c'est un tableau d'un grand peintre du XXe siècle qui s'appelle Picasso, que sans doute vous connaissez et dont vous connaissez peut-être certains tableaux. Je vous ai mis sa photo ici, hein. Et donc si on regarde bien ce tableau, hein, qui n'est pas figuratif, on remarque peut-être au centre de ce tableau un visage ici, sans doute le visage d'Ulysse. On a l'impression qu'il est ébloui par le chant enchanteur des sirènes, ou bien alors, hein, qu'il est très effrayé, on ne sait pas trop. Il a une bouche ronde qui est en train sans doute de crier. Vous voyez il a les oreilles toutes ouvertes ici pour écouter le chant des sirènes, et il est attaché au pied de cette ligne verticale qui traverse le tableau et qui représente le mât, et on voit le triangle blanc ici qui est la voile du bateau. Si on regarde un petit peu, on voit que les sirènes ici sont représentées à la fois comme les poissons, et puis ici on a l'impression d'un oiseau plutôt, hein. On a donc à la fois oiseau et poisson pour les sirènes. Ce tableau, ces couleurs blanc et bleu évoquent peut-être les couleurs de la Grèce, hein. C'est un tableau très célèbre que moi personnellement j'aime beaucoup. Je vous en ai mis un dernier ici de Buffet de 1993 qui n'est pas bien vieux, où là aussi on voit les sirènes assez monstrueuses, hein, qui ne sont pas belles mais qui sont très effrayantes, et qui sont des oiseaux. Voilà les tableaux que je voulais vous montrer sur ce thème. Alors nous nous arrêterons là pour aujourd'hui, et je vais vous demander, une fois que vous aurez arrêté cette vidéo, de prendre votre manuel à la page 128-129, mais je l'ai indiqué sur Pronote, hein. Donc vous irez lire l'extrait de cet épisode des sirènes, page 128 sur 129 sur votre manuel, et vous répondrez aux questions A, B et C d'Histoire des Arts, qui vous posent des questions sur la mosaïque qui est ici. Il y a aussi à la page 129 un détail de cette mosaïque qui est repris. Observez bien ces mosaïques, répondez aux questions qui vous sont posées, et n'oubliez pas de lire le petit encadré sur cette même page 129 qui s'appelle « Le saviez-vous » et qui vous explique ce qu'est une mosaïque. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui pour la vidéo, mais à vous de travailler maintenant, et je vous mets sur Pronote la correction du travail. Au revoir, à la prochaine fois. Non, demain c'est férié, donc à lundi.